bonsoir cher public, bienvenue dans Alerte Générale. C'est l'émission des gens qui en ont gros, mais aussi qui souhaitent s'informer dans la joie et la bonne humeur, tout en cherchant à comprendre les rouages de ce monde qui nous emmène tout droit vers une troisième guerre mondiale peut-être. Parce que ce soir, on va parler petites bombes, grosses bombes, énormes bombes, Molla, pas Molla, Donald Trump, Iran, Hormuz, Charles de Gaulle. Mais pas n'importe lequel. Ah non, le porte-avions sur lequel le président de la République est arrivé. On va parler de tout ça, évidemment, et puis on va parler d'un courant de pensée qui est derrière tout ça aussi, les néoconservateurs américains. Et pour en parler, on a ici en plateau Laurent Ozon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez un dernier livre qui parle de cette élite impériale des néoconservateurs américains qui sont à la manœuvre, mais pas seulement, puisque c'est un courant de pensée qui est beaucoup plus large. Et à côté de vous, pour vous donner l'appareil, Nicolas Taki qui est avec nous ce soir en plateau. Bonsoir également. Merci. Alors on va parler, comme je le disais, de cette élite, et évidemment pour comprendre ce qu'il y a derrière la guerre d'Iran, ce qui fait que Donald Trump a trahi cette promesse qu'il avait faite au MAGA, Make America Great Again, et surtout le président de la paix. Pourquoi la guerre? Tout ça, on en parle dans un instant. Mais d'abord, c'est l'édito de Nicolas. Et c'est un peu tout le temps la guerre, ton édito. Exactement, c'est toujours la guerre. On en parle immédiatement, l'édito. Merci à tous les Alerte Générale. Je voulais, avant de commencer ces sujets chauds, je voulais reparler un peu d'écologie, bien entendu, parce que tout ça, ça m'énerve à un point incroyable. Et ce matin, je me suis levé et j'ai vu une photo de Marion Cotillard notamment. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'écologie, version people. Elle fonctionne toujours très bien, surtout pour les autres. Vous devez réduire notamment votre empreinte carbone. Eux, ils exigent de réduire votre droit à vivre. Prenez d'ailleurs les mérites Marion Cotillard, engagée pour le climat depuis plus de 20 ans, soutien actif de Greenpeace, discours vibrant sur la catastrophe climatique chaque 3 matins sur France Inter Bobo pour dénoncer les excès du monde moderne et l'urgence de changer de mode de vie. Très bien, c'est formidable tout ça. Mais Marion Cotillard vit aux USA, tourne à Hollywood, fait la promotion de ses films dans le monde entier et va se dandiner dans les grands festivals internationaux et se dort la pilule l'été sur les yachts. Donc une question simple que je pose encore une fois ce soir sur la Générale. Alors si on veut être totalement cohérent, Marion Cotillard va devoir rallier Los Angeles à Paris en barque solaire, les amis, et oui, vous avez bien entendu, et ensuite terminer le trajet en char à voile depuis la plage de Deauville. Et là, ça commencera à avoir franchement de la gueule. Parce qu'expliquer aux Français qui doivent rouler en Zoé pendant qu'on enchaîne les vols transatlantiques, c'est un peu comme recevoir des leçons de sobriété, les amis, d'un plouc du showbiz qui s'envoie du Jack Daniels en intraveineuse. Le problème, c'est pas Marion Cotillard en réalité. Le problème, c'est la déchetterie morale non recyclable, en plus qu'incarne cette élite. Une élite qui vit, bien sûr, globalisée, mais qui veut que chez vous viviez localisé, enfermé, sans chauffage, bien sûr, et sans clim. Une élite qui vit à 300 000 pieds au-dessus de vous, mais qui vous explique comment vivre à 10 km de chez vous. Et qu'à chaque fois que vous mettez le contact, dans votre bagnole, vous faites quoi? Vous tuez un bébé phoque. Prenez Anne Hidalgo, à Paris, la voiture est devenue une hérésie écologique, diesel et sans circulation. Tout doit disparaître. Mais quand il s'agit de prendre l'avion pour la Polynésie française, là, soudain, le bilan carbone devient plus cher qu'un cours de yoga feng shui dans le Marais. Et derrière, les franciliens de la lointaine périphérie doivent se tamponner des RER dont les banquettes et les joints datent de Pompidou. Voilà l'écologie punitive. Alors tu fais la morale aux autres, mais toi, tu t'en tartines la biscotte. Et cette hypocrisie ne date pas d'hier, les amis. Pendant des années, Nicolas Hulot a parcouru la planète à l'hélicoptère pour expliquer qu'il fallait réduire les émissions. Yann-Arthus Bertrand aussi a photographié cette même planète depuis le ciel pour dénoncer les activités humaines vu du ciel, et franchement, je crois pas qu'il était sur un deltaplane. Et pendant ce temps-là, certains militants écologistes vont dégonfler les pneus des SUV dans les rues. Donc la révolution commence par le pneu de ton voisin. Formidable stratégie, mais le problème fondamental est ailleurs, les amis, c'est la fracture gigantesque entre deux mondes. C'est le monde des métropoles médiatiques qui font la morale et qui méprisent, et la France réelle, la France qui doit prendre sa bagnole pour aller bosser, la France qui ne vit pas à 15 minutes de tout, la France qui a explosé en 2018 quand la taxe carbone
carbone a frappé les carburants, mais pour ces starlets de la mondialisation, n'est pas notamment un problème, mais aller à la supérette du coin est devenu un véritable écocide, et je n'ai pas peur de le dire aujourd'hui sur Alerte Générale. Parce que les Français ont parfaitement compris une chose, ce n'est pas l'écologie qu'on leur impose, c'est une stratégie d'asservissement et de contrôle social, une écologie de conférences internationales, de festivals climatiques, de plateaux télé, de tribunes morales, mais qui s'arrête à la porte des jets privés et des plateaux de cinéma où jouent certains acteurs traîne guitare. Cette écologie de saltimbanque richissime est pour beaucoup de Français un projet pour bunkeriser, ni plus ni moins les pauvres. Alors Marion, tu prends ta morale, tes bons sentiments, ton indignation, tu les fourres bien profond dans ton char à voile, tu mets ton petit casque en bambou éco-responsable de Tanzanie et tu pédales le plus vite possible sans te retourner. Allez, vas-y, on te regarde. Merci Nicolas, et c'est l'alerte rouge. On va parler d'abord évidemment de l'Iran et de cette trahison de Trump à sa parole, président de la paix, lui qui critiquait Obama, incapable de dealer avec l'Iran, et le voilà qui décide de bombarder l'Iran comme n'importe quel président américain. Derrière, est-ce que ce sont les néoconservateurs à la manœuvre? Est-ce que l'État profond américain a gagné? Vous en parlez dans votre livre, Laurent Zon. On en est où avec Trump dans ce nettoyage du marais comme il l'annonçait? Visiblement, pour ses électeurs, en tout cas, c'est un problème. Parce qu'effectivement, il s'est fait élire en leur disant on va boucher les trous dans les routes. Ouais. Il y a 1 500 000 personnes qui dorment dans leur bagnole ou dans leur camping-car garé. Il y a 1 500 000 opiodépendants. Il y a 80 millions de personnes qui se nourrissent plus ou moins souvent avec des tickets alimentaires. Bref, les États-Unis, c'est un peu comme avec Marion Cotillard, il y a la façade et puis il y a l'arrière du décor, quoi. Ouais. Et l'arrière du décor, la façade c'est Dr House, et l'arrière du décor c'est des gens qui n'ont pas de quoi se soigner et qui crèvent de cancer dans leur bagnole parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer les frais. Ouais. Donc ça, c'est la réalité des États-Unis. Et Trump s'est fait élire précisément en expliquant à tous ces gens-là qu'il allait arrêter les conneries ailleurs, qu'il allait arrêter de s'occuper de faire des gendarmes de la planète, qu'il allait arrêter la guerre en Iran, qu'il allait arrêter toutes les guerres, en fait, et qu'il allait avoir une politique du care, du soin. Et les gens attendaient ça, évidemment. Donc, évidemment, pour une partie de ses électeurs, on va dire les plus motivés, c'est non seulement une désillusion, mais c'est une trahison. Avec les électeurs, il y avait des voix importantes qui avaient fait la campagne de Donald Trump, Nick Fuentes, Tucker Carlson, qui aujourd'hui sont vent debout contre cette politique impériale, encore une fois, où on va aller bombarder un pays du Golfe producteur de pétrole. Oui, parce qu'il avait obtenu le soutien non seulement de penseurs ou on va dire d'influenceurs indépendants, mais aussi d'influenceurs très très à droite, très à droite même. Et donc il avait réussi en fait entre les indépendants et toute la droite, voire les ultra-conservateurs, voire parfois beaucoup plus que ça encore, il avait réussi globalement à obtenir un assentiment général sur ce thème-là, en dénonçant... maintenant tout le monde ressort ses tweets quand il expliquait qu'Obama allait faire la guerre à l'Iran pour se faire réélire, ou etc., etc. Donc tout ça ressort évidemment de partout. Et donc, je dirais l'imposture est totale. Voilà, l'imposture. C'est une imposture. L'imposture est totale. Voilà. Alors évidemment, vous trouvez toujours des gens, les théories QAnon, etc., pour vous expliquer que en fait c'est plus compliqué que ça, que c'est un cours de billard à 5 bandes, c'est-à-dire qu'il fait les bombes, mais qu'en fait fondamentalement ce qu'il veut, c'est pas faire les bombes, c'est obtenir une paix pour qu'ensuite, etc., etc. Bon. Aujourd'hui, ça ne passe plus, c'est-à-dire, l'opération de désinformation générale qui était QAnon est tombée complètement à plat. Le narratif est à plat aussi, la réalité est claire, nette pour tout le monde. Trump a mis complètement, c'était déjà le cas avant, mais a mis complètement la politique américaine au service des intérêts israéliens. Bon, on le savait déjà, maintenant, on n'a plus de doute là-dessus. Ouais. Et ce qui est bien surtout, c'est qu'il n'y a plus d'alternative. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a plus de narratif alternatif. Plus personne ne peut dire non, mais quand même, vous comprenez un petit peu, etc. Non, aujourd'hui c'est clair, net et précis. Ouais, le dossier Epstein, il fait la guerre pour enterrer le dossier Epstein parce que visiblement il y aurait des trucs très nets concernant Trump. Et puis évidemment, c'est plus Make America Great Again, c'est pas MAGA, mais c'est MIGA, Make Israel Great Again, avec ce plan du grand Israël de Netanyahou qui est en train de se réaliser, puisque au-delà de l'Iran, c'est le Liban qui souffre en ce moment de bombardements israéliens, et dans le silence général.
général, avec la France, soi-disant, cet allié du pays du Cèdre. Ah ben, vous savez, alors le Liban... Nous sommes les grands amis du Liban. C'est ça. Nous peut-être. Mais prenons un exemple. Alors, on ne va pas parler de la France et d'Emmanuel Macron, parce que là, le pauvre... Pourtant, il y est allé, Laurent. Oui, il y a d'accord. quelques mois, pour nous expliquer que la démocratie, il fallait qu'elle revienne, et qu'il allait revenir pour voir si... Ouais, mais je ne tire pas sur une ambulance. Ouais. Il est tellement dramatiquement à côté de ses ponts. Ouais, c'est une carcasse, voilà. Donc, bon, concentrons-nous sur l'essentiel. Le futur, l'opposition, l'alternative, la morale, la droite française. Voilà, ces gens-là, donc, qui depuis des années nous parlent des chrétiens d'Orient, nous disent qu'il faut défendre les chrétiens d'Orient, qui se sentent menacés, qui nous donnent des chiffres pour nous expliquer qu'il y en a de moins en moins, etc. Le jour où le Liban et les villages chrétiens entiers sont rasés, le jour où vous avez Clovis qui se fait dézinguer, le prêtre Clovis qui se fait dézinguer par Tsahal, le jour où ce pays est littéralement bombardé, rasé, dont les quartiers sont rasés, vous avez plus de 400 morts au début de ce week-end, au simple début de ce week-end, donc 83 enfants qui sont morts au Liban, sous les coups et sous les bombardements de l'armée israélienne. Vous n'avez pas entendu un seul de ces responsables politiques à droite, de Ciotti à... Pardon, Ciotti, on dit. De Ciotti à Marion Maréchal, en passant par Bardella et autres. Toute la droite est restée silencieuse. Tous ces gens-là qui vous parlent des chrétiens d'Orient à longueur de journée n'ont pas pipé mot. Mais comment vous avez vu Sarah Knafo. Comment vous l'expliquez, vous ? Sarah Knafo est responsable de la commission d'enquête ou de je ne sais plus quel groupe de défense ou de soutien aux chrétiens d'Orient au Parlement européen. Est-ce que vous avez entendu Sarah Knafo parler des bombardements israéliens sur les villages chrétiens au Liban ? Pas un mot. Donc, c'est l'escroquerie totale. Et comment vous l'expliquez, Laurent, effectivement, ce jeu de la droite française, finalement, ce silence C'est simple, c'est-à-dire qu'ils font la politique de Netanyahou, ce sont des annexes du Likoud. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Encore une fois, je peux comprendre... toute la droite française aujourd'hui, si vous voulez, totalement alignée... Moi, je peux comprendre qu'on soit patriote ou nationaliste israélien. Je peux tout comprendre. Oui. Comme on peut être patriote ou nationaliste, je ne sais pas quoi, arménien, ce que vous voulez. Bon. Kurde, ce qu'on veut. Bon. Je peux comprendre ça. Mais expliquez-moi, quand on est le représentant, quand on veut se faire élire en France, qu'on est le représentant, qu'on est censé définir ou déterminer les intérêts français, expliquez-moi ce qui peut expliquer pourquoi ces gens sont silencieux sur un sujet qui est le cœur de leur obsession, je dirais, depuis des années, les chrétiens d'Orient. Expliquez-moi le silence de ces gens-là, autrement que par une soumission totale, une corruption totale à des intérêts étrangers. Alors justement, par rapport à cette soumission totale aux intérêts étrangers, entre en jeu l'objet de votre livre, les néoconservateurs, l'État profond en quelque sorte, les architectes de cette politique internationale finalement, qui fait que les États-Unis sont en train de faire de la gérance de manière totalement décomplexée au profit d'Israël, mais aussi au profit de leurs intérêts quand même à la marge. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces néoconservateurs et rapidement d'où ils viennent et pourquoi on en est là aujourd'hui ? Bon, Alexis, je ne pense pas réellement qu'on puisse, là, dans le cap qui nous occupe, se limiter aux néoconservateurs. Dans tous les pays, il y a des lobbies. Et donc, aux États-Unis, il y a des lobbies. Comme en France, il y a des lobbies. Je conçois bien qu'il y a un lobby des boulangers, des Bretons, des Arméniens, un lobby israélien, un lobby, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est normal. Dans une démocratie, en particulier dans une démocratie multiculturelle, en particulier comme une démocratie américaine, qu'il y ait des lobbies ne choque personne dans l'absolu. Là où ça devient problématique, c'est quand ces lobbies peuvent forcer un État à suivre une politique qui est contraire à ses propres intérêts. Parce que, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais la discussion qui n'a pas lieu, le débat qui n'a pas lieu, le gros silence, en quelque sorte, l'éléphant dans la pièce que personne ne veut regarder, c'est quel est l'intérêt des États-Unis. Quel est l'intérêt des États-Unis en allant bombarder l'Iran et en soutenant l'intervention d'Israël au Liban ? Quels sont les intérêts américains là-dedans ? Moi, je vous dis qu'il n'y en a aucun. Il y a le pétrole. Et attendez. Le pétrole iranien. Non mais, Alexis, je ne suis pas le seul à le penser. La quasi-totalité des grands influenceurs qui ont construit la base MAGA et qui ont fait élire Donald Trump pensent la même chose. Donc, il y a un moment où il faut dire les choses. Personne ne voit les intérêts américains là-dedans. Non. Voilà, il n'y a pas d'intérêt américain là-dedans. Il n'y a que les intérêts, il n'y a que les besoins d'expansion de l'État israélien
et la nécessité dans laquelle il a d'abaisser tous les autres États qui font contrepoids à son influence dans la région. Ça a été le cas avec Kadhafi en Libye, ça a été le cas avec Saddam Hussein en Irak, ça a été le cas avec les Assad en Syrie. À chaque fois, c'est la même politique, avec le même narratif. On prétend aller sauver les populations, on prétend aller défendre la démocratie, on prétend défendre... Plus maintenant, beaucoup moins. Non mais on a eu le même matraquage. On a vu des féministes à la con se balader avec des trucs pour expliquer. Non mais il y a un moment, il faut dire les choses. Hein, pour dire fuck Khamenei. Hein, moi je veux bien fuck Khamenei. Bon n'empêche que maintenant il y avait un vieux Khamenei de 85 ans. Maintenant il y a un jeune Khamenei avec regardez son niveau d'études et regardez ses recherches. Vous allez voir que c'est tout sauf un rigolo le gars. Et il vient de perdre son père, sa mère, une partie de sa famille sous les bombardements américains. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on est en situation d'obtenir la paix ou de limiter éventuellement la guerre en mettant au pouvoir des gens comme ça et en détruisant ce pays comme on le détruit actuellement? Moi, je dis que ça n'est ni conforme aux intérêts de la France, ça me paraît évident, mais que ça n'est même pas conforme aux intérêts américains et que les seuls qui ont intérêt à cette politique-là sont ceux qui suivent cette politique de façon méthodique depuis 40 ans dans cette région, qui l'ont fait en Libye, qui l'ont fait en Syrie, qui l'ont fait en Irak, qui l'ont fait au Liban, qui l'ont fait au Yémen. C'est toujours Israël. Non, il a le droit de se défendre, cet État. C'est le petit État qui tape sur tous les autres en hurlant de douleur. Mais là, après l'Iran, un ancien ministre proche de Netanyahou expliquait que le prochain Iran, c'est la Turquie. Donc oui, ça ne s'arrêtera jamais, en fait. Mais en fait, oui, non, effectivement, ce que est en train de comprendre le monde autour d'Israël, c'est qu'ils ne s'arrêteront pas. Il n'y a qu'à regarder les frontières définies dans les cartes. Elles n'existent pas. C'est-à-dire que déjà, l'Égypte... l'Égypte sait qu'elle va y passer. L'Égypte sait qu'elle doit y passer. La Syrie, je dirais la Turquie, à mon avis, ça viendra, mais c'est peut-être pas l'urgence. Pour l'instant, leur problème, c'est et ça reste l'Iran. Il ne s'agit pas de défendre tel ou tel régime dans tel ou tel pays. Il ne s'agit pas de dire on est bien avec ces gens-là, ce sont des gens sympathiques et on est copains. Ce n'est pas le sujet en matière de relations internationales. La question, c'est quel est l'intérêt de la France? L'intérêt de la France, et là je reviens à mes droits tardés habituels, l'intérêt de la France, c'est quoi? C'est de disposer d'États stables avec lesquels on puisse mener des coopérations économiques, des coopérations de contrôle de sécurité, de contrôle migratoire, pour développer une région qui soit pacifiée, qui soit stabilisée. C'est valable au Moyen-Orient et c'est valable dans le pourtour méditerranéen. Voilà l'intérêt de la France. Est-ce que vous pouvez m'expliquer où est l'intérêt de la France quand la droite soutient une intervention militaire israélienne et américaine pour faire tomber le régime iranien, pour tuer l'État iranien? Quel est l'intérêt de la France? Mais comme d'habitude, c'est l'idée des valeurs, on dit toujours ça. Nicolas Taki, il y a quand même derrière un grand plan au-delà d'Israël et américain sur la région. Alors, pour ce qui est de la guerre en Iran, on est dans la continuité des visées des néoconservateurs américains. Et je rappelle cette déclaration du général Wesley Clark qui disait en 2007 que l'administration Bush envisageait de s'attaquer à 7 pays en 5 ans. Et donc, il les citait, Afghanistan, Irak, Libye, Syrie, et on allait finir par l'Iran. Donc, nous y sommes. Et je rappelle cette carte du lieutenant-colonel Ralph Peters, qui avait publié donc cette carte aux frontières redécomposée sur les critères ethnico-religieux. Face à caméra. Voilà, parfait. La voici. Voilà. Et donc, ça a été sorti dans Armed Force Journal en juin 2006, et qui consistait justement à créer notamment un Kurdistan, un Balouchistan, un Arabistan. En fait, c'est recomposer les frontières qui correspond à la vieille stratégie divider ut regnes, diviser pour mieux régner. Oui, ça on le comprend bien, mais est-ce que ça fonctionne? On voit bien que sur l'Iran, Israël et États-Unis sont tombés sur un os. La réponse iranienne n'a pas été planifiée à hauteur de ce qu'elle est, et clairement les objectifs de guerre ont été revus à la baisse. L'idée, c'est plus de marine, plus de programme nucléaire, et plus de facilité de lancement ou de production de missiles. Officiellement, c'est ce que disent les États-Unis. Mais dans le même temps, on apprend que les entreprises qui publient les images satellites vont avoir 14 jours de retard sur la publication d'images satellites dans la région, histoire de ne pas montrer les dégâts sur les bases américaines. Est-ce que c'est une défaite de Trump ? Non, c'en est pas encore une, mais en tout cas, ça commence à ressembler à un fiasco.
Pourquoi c'est un fiasco? Non pas parce qu'ils n'ont pas détruit, parce que quand on a une force de destruction, on détruit. Bon, les Américains sont très forts là-dedans, hein. Ils ont l'habitude. Les guerres ont toujours une utilité, il faut le rappeler, pour les États-Unis. Hein. Les États-Unis, c'est un pays de briques et de broc, et dont le patriotisme est superficiel. Il ne s'appuie pas sur une culture profonde, une histoire, etc. Donc on est là face à un pays qui globalement essaie de se ressouder de temps à autre en se désignant un nouvel Hitler et en organisant une sorte de campagne d'hystérisation, une guerre dans le monde pour être capable de souder les troupes. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Il y avait deux explications pour l'opération Trump. La première explication, c'est conforme aux intérêts américains, donc je le fais. C'est pas bon pour moi, je vais certainement perdre les midterms, je vais me fâcher avec ma base, mais je suis un grand patriote, alors je déclenche quand même cette guerre contre l'Iran parce que c'est bon pour mon pays. Première option. Et la deuxième option, c'était, OK, c'est pas bon pour mon pays, ça sert à rien du tout, mais grâce à ça, je vais gagner les midterms. Ça marche pas non plus. Donc, voilà. Donc, quand vous avez éliminé la première option, parce que visiblement, ça ne sert à rien, et ça ne sert à rien en particulier pour les États-Unis, et que vous avez éliminé la deuxième option, qui est l'option que ça va me permettre d'être réélu, parce que c'est pas le cas non plus, puisque la majorité, l'immense majorité, largement des Américains sont contre cette guerre. Alors, quelle est l'explication qui reste? Eh bien, c'est qu'il n'a pas le choix. C'est qu'il est contraint et forcé. Et donc, l'éléphant au milieu de la pièce, c'est ça. L'éléphant dont personne ne parle, c'est ça. C'est qui est assez fort, qui est assez puissant pour contraindre le président de la première puissance militaire et économique, pour l'instant encore mondiale, les États-Unis, à mener une politique qui n'est conforme ni à sa réélection, ni à l'intérêt de son pays. Je pose la question. Eh bien, on va lancer le grand déballage. On va continuer à les grands déballages. Merci à vous, vous êtes toujours dans Alerte Générale. Continuez à partager, à liker, à commenter bien sûr cette émission. On compte sur vous, chers amis. On va continuer parce qu'on a déjà abordé ces sujets avec Laurent Ozon. On vous remercie, Laurent, d'être là ce soir sur ce plateau. Et Nicolas Taki également. Merci de faire partie de cette émission qui est déjà partie sur les chapeaux de roue, notamment. Laurent, à ce sujet-là, est-ce que tout de même, cette guerre en Iran, on voit bien que ça s'enlise déjà, au bout de quelques jours. On voit bien qu'à un moment donné, on va en discuter. Est-ce que ça pourrait constituer un tournant majeur dans cette espèce d'ordre mondial, international? Quoi qu'il se passe derrière, est-ce qu'on pourrait, ou est-ce que ça tombera comme un soufflet? Et quel est votre avis là-dessus, vous? En fait, la guerre, c'est une guerre asymétrique. C'est pas une guerre armée contre armée. Ouais. C'est une guerre la guerre que mènent les Iraniens, c'est une guerre asymétrique. Et leur guerre, c'est quoi? C'est qu'ils savent que de toute façon, on ne se heurte pas dans une guerre purement militaire contre la première puissance militaire du monde et la première puissance régionale du monde. Accessoirement, je rappelle que Israël s'est doté aussi de l'arme atomique et n'est pas signataire des traités de non-prolifération. Et que donc ces deux pays, le premier, les États-Unis, qui a utilisé déjà l'arme atomique pour des objectifs purement civils et de terreur contre le Japon, et Israël qui, elle, s'est doté de l'arme atomique sans signer les protocoles de non-prolifération, ces deux pays prétendent bombarder l'Iran pour lui interdire d'utiliser l'arme atomique ou de se doter de l'arme atomique. Et qu'ils nous l'ont pris, hein, l'arme atomique. Accessoirement. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant? Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que c'est une guerre en fait, de temps où l'Iran joue la crise énergétique mondiale. C'est-à-dire qu'ils se sont donné les moyens d'enterrer une grosse partie de leur capacité de défense. Oui, ils avaient anticipé finalement. Voilà. Oui, mais ça, ils l'ont toujours anticipé. Oui, parce que, mais là... je dirais, ils sont sous la menace depuis déjà des années. Les premières déclarations de Netanyahou sur l'arme nucléaire en Iran, elles datent de 1995. Donc en 1995, Netanyahou expliquait qu'ils n'allaient pas tarder à avoir la bombe atomique. Et depuis 1995, donc depuis 30 ans, Netanyahou explique que ça ne va pas tarder, c'est tout de suite. Alors, moi, je le dis, effectivement, si les Iraniens souhaitaient la bombe atomique, ils l'auraient déjà. Je pense. Pourquoi je le dis? Parce qu'on n'a pas affaire à, contrairement à ce que j'entendais chez une sorte d'influenceur totalement idiot et décérébré canadien, c'est pas un trou à chiottes au fin fond du Moyen-Orient, l'Iran. C'est un pays de 92 millions de personnes. C'est un des plus grands pays de la région. Oui, c'est un très grand pays, une très vieille civilisation, mais c'est surtout... Afghanistan plus Irak. C'est un très très grand pays en surface, un très très grand pays par sa culture. C'est un pays qui produit à lui seul plus d'ingénieurs que la France et l'Allemagne réunies. C'est un pays dans lequel, je dis ça pour les féministes, près de 60% des étudiants et 65% des étudiants en filière STEM, c'est-à-dire sciences, techniques, mathématiques, etc., sont des femmes.
Donc c'est tout sauf le bantoustan qu'on nous a dépeint dans les médias ou qu'on nous dépeint sur CNews, l'Iran. C'est tout autre chose. Et donc si ces gens-là avaient voulu avoir l'arme atomique, ils l'auraient. Ils n'ont pas l'arme atomique parce que c'est contraire, parce qu'il y a au-dessus, et dans l'organisation, ce qui fait que l'Iran est une théocratie, ce qu'on lui reproche d'ailleurs, enfin ce que beaucoup de personnes lui reprochent, c'est que c'est une théocratie et donc ils mettent leurs principes religieux au-dessus du reste. Et il y a une fatwa qui avait été signée par Ali Khamenei, donc celui qui vient de mourir, qui a été assassiné, et dont le fils vient de prendre la succession. Il y avait une fatwa qui avait été édictée en 2003 et 2005, qui était une fatwa orale mais qui devait s'appliquer, qui avait valeur de fatwa, valeur de loi religieuse, qui interdisait à l'Iran l'utilisation, la construction et l'utilisation d'armes atomiques, comme non conformes aux principes religieux du pays, selon le clergé et la direction religieuse de ce pays. Donc, si l'Iran n'a pas la bombe atomique, c'est pas parce qu'ils ont pris des bombes américaines sur la figure. D'ailleurs, Trump, la dernière fois, il y a quelques mois, au mois de juin, quand il a bombardé, ils se sont arrêtés en disant « ça y est, c'est terminé, on a eu ce qu'on voulait, il n'y aura pas de bombe atomique iranienne ». Bon, résultat des courses, il recommence maintenant. Donc, on sait que s'ils n'ont pas la bombe atomique, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas l'avoir. C'est parce qu'ils ont choisi de ne pas l'avoir. La question, c'est, en allant faire ce qu'on fait aujourd'hui, est-ce qu'on se met en situation de leur faire suffisamment peur pour qu'ils passent par-dessus leurs propres principes religieux et se dotent finalement de l'arme atomique. À propos de ça, il y a eu le discours de Macron à l'île Longue, on a dit qu'on ne parlait pas de lui, mais quand même, où il a parlé de ce siècle atomique qui était le 21e siècle, avec le fait que la doctrine change pour la France, même si c'est clair, elle n'a pas changé, elle a changé, avec une dimension européenne qui est primaire par-dessus les intérêts nationaux. Il y a la question de l'Ukraine, avec le SVR, le service de renseignement russe, qui disait que l'Ukraine cherchait à se doter d'une arme nucléaire, d'une tête nucléaire, et que les Anglais et les Français pourraient l'aider. La Pologne qui a dit « nous, on n'est pas contre avoir l'arme atomique », et les Allemands qui expliquent « nous, on a des super avions qui peuvent porter une bombe française atomique ». On voit bien qu'il y a une course là, non pas contre la prolifération, mais au contraire, on change totalement de monde. Et on se dit, mais il faut avoir la bombe dans le monde dans lequel on entre, parce que sinon Donald Trump ou n'importe quel président américain va nous bombarder. Alors oui, c'est le constat que beaucoup de pays pourraient faire, mais l'Iran qui est une théocratie, met au-dessus de ses lois le respect de ses principes religieux. On peut lui reprocher. On peut le critiquer au nom du conservatisme, au nom de tout ce qu'on veut. On peut dire, bah non, moi ça me convient pas, je suis pas d'accord, etc. Mais c'est une théocratie. Et donc, effectivement, au-dessus de tous les autres principes, il y a les principes édictés par le clergé, par les autorités religieuses de ce pays, qui les éloignent donc et qui les a dissuadés d'utiliser jusqu'ici cette arme atomique. Aujourd'hui, effectivement, il faut rappeler que la construction, la politique, par exemple, nucléaire d'Israël, s'est constituée sur ce qu'on appelle le concept d'ambiguïté stratégique. Oui. En clair, Macron, on ne déclare rien, c'est là où je veux en venir, on ne déclare rien, on fait ce qu'on veut dans notre coin et on ne signe rien. Voilà. Bref, allez vous faire foutre, en synthèse. Et donc, il faut simplement constater que la sortie d'Emmanuel Macron récemment sur le fait d'aller installer des armes atomiques françaises un peu partout dans les pays européens, au nom précisément, en précisant qu'il ne tiendrait pas compte, qu'il ne tiendrait pas un inventaire précis, il ne fournirait pas d'informations précises sur le où et le quand, dans la logique de son concept d'ambiguïté stratégique, qui est typiquement une extension de la politique menée par Israël dans cette région-là. Oui, sauf que là, c'est l'Europe, c'est chez nous, et comment vont prendre les Russes cette nouvelle ? Dans l'absolu, pour les Russes, ça n'est qu'un doublage, en quelque sorte, c'est qu'une deuxième couche de l'OTAN, puisqu'il y a les armements de l'OTAN restent, je dirais, les armements américains et les bases de missiles des États-Unis restent en Europe. Donc ça n'est simplement qu'une augmentation d'arsenal nucléaire. Fondamentalement, c'est simplement une relance de la course au nucléaire qu'a initié Emmanuel Macron sous le prétexte, je dirais, de faire partager ou de mutualiser la puissance nucléaire française, qui, je le rappelle au départ, avait vocation à sanctuariser le territoire national. Oui, d'accord. Bien sûr, et c'est un instrument de la souveraineté nationale. Un des derniers fleurons. Et surtout extrêmement important en termes stratégiques, puisqu'on voit bien que là, tous les pays européens se disent du coup, on va bénéficier d'une bombe française qui va être un peu cachée par là, avec la question du risque d'affrontement en 2030. Vous avez raison de dire cachée par là, parce que c'est vraiment ce qu'il a dit. Oui. Ce qu'il a dit expliqué, c'est... Non mais c'est vraiment ce qu'il a dit. C'est-à-dire, je traduis, on traduit en langage commun, mais ce qu'il a dit, c'est à peu près ça, c'est caché par là. Ça veut dire, on vous dit pas exactement maintenant, on vous dira plus exactement où on en est, ni ce qu'on met.
Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu fais ce que tu veux, quoi. Bon, ce type a 20%, moins de 20% d'approbation dans l'opinion publique française. Il y est sur un siège éjectable. Les élections se rapprochent. Il place tous ses assets à la tête d'institutions qui ont vocation à emmerder la personne qui lui suivra. C'est ça. Il ne devrait pas être très emmerdé parce qu'elle va faire probablement à peu près la même chose. Mais, et donc, ce type-là est déjà en train de nous expliquer qu'il met en place, en fait, des mesures qui engagent la France, l'existence de la France, sa diplomatie, sa place dans le monde, alors qu'il n'a aucune légitimité pour le faire. C'est ça Je rappelle que De Gaulle a démissionné sur un simple référendum où il n'était pas majoritaire. Sur la régionalisation. Donc c'est pour vous dire où on en est. On a un type qui s'accroche à son strapontin, qui s'accroche à son siège et qui essaye de faire passer le plus de trucs possible avant de partir. Et pourquoi ça passe? Bah oui. Pourquoi ça passe et pourquoi ça les oppositions parce qu'il n'a pas sont peur. totalement inertes? Même pas peur. Non mais d'accord, mais les oppositions font quand même un... La réponse à votre question, pourquoi ça passe, c'est même pas peur. Il n'a pas peur. Oui, bah, Il n'a pas fait ce peur. qu'il veut. C'est Voilà, parce qu'il n'y a pas d'opposition pour lui reprocher quoi que ce soit de concret, parce qu'il y a deux oppositions. Il y a une opposition qui espère prendre la relève et qui fait globalement du macronisme sous anabolisant, le Rassemblement national, et il y en a une autre qui s'est transformée en punching ball et qui est devenue ce qu'était le Front National de Jean-Marie Le Pen il y a 30 ans, c'est-à-dire celui qui prend des claques dans la gueule pour tout le monde. Et qui est diabolisé, quoi. Voilà. Et donc, avec cette opposition-là, vous êtes tranquille. Vous pouvez faire dire les choses parfois intelligentes, et pas que, parce qu'il y a parfois de belles conneries aussi, mais vous pouvez faire dire les choses intelligentes à celui qui se prend tous les coups dans la gueule, parce que de temps en temps, Mélenchon dit des trucs utiles, il est intelligent, il dit beaucoup de conneries aussi. Et objectivement, moi, j'ai pas oublié Gilets jaunes, j'ai pas oublié, ou pendant la période Covid, qui nous matraquait, ou qui faisait la chasse aux gens qui se plaignaient du pass vaccinal. C'était bien les antifas dans la rue. Donc, on les a pas oubliés, ceux-là. Donc, il ne s'agit pas de dire que ces gens-là sont sympathiques. Il faut dire simplement que l'orchestre qu'on a mis en place, c'est ça. C'est une opposition qui fait du Macron sous anabolisant, du Macron bis. On va dire, Bardella, c'est Macron avec 30 points de QI de moins, pour faire simple. Et de l'autre côté, Mélenchon, qui joue la tête à claque, et qui le joue très bien. Il a des prédispositions naturelles pour ça, qu'il le joue très bien, et qu'il le fait, dans l'intérêt peut-être de son mouvement pour survivre, mais ça, certainement pas dans l'intérêt du pays. Mais du coup, tout reste en place, Laurent. Les oppositions restent en place, tout le monde prend les indemnités. Les moutons sont bien gardés. Je vote une motion de destitution qui ne sera jamais votée par en face, donc finalement, personne ne bouge, quoi. Précisément, même pas peur. Même pas peur, ça veut dire que pour l'instant, ils n'ont pas peur. Et oui. Et ensuite, on va vers la guerre. Et pour revenir à nos chers amis néoconservateurs, ils ont déjà préparé le plan parce que vous avez l'Ukraine, l'Iran, mais il va y avoir aussi la question de Taïwan. Et tout cela s'inscrit en fait dans une stratégie de containment. Et que je vais vous présenter un autre document. C'est le think tank de l'American Enterprise Institute, qui a publié en septembre 2024 l'axe d'agression qui définit la Russie, la Chine et l'Iran et la Corée du Nord comme le nouvel axe d'agression. Et en somme, c'est l'axe du mal. Ouais, l'axe du mal, qui était de George Bush, Axis of Evil. Justement, celle qui a publié ça, c'est Madame Korychek, qui a travaillé justement pour l'administration de George W. Donc on sent qu'il se répète quand même sa bégaye, mais il y a Palantir, par exemple, Alex Karp de Palantir, le CEO, qui disait de toute façon, les États-Unis doivent se préparer à ouvrir 3 fronts. Il disait ça en 2024, sous quelques années, Iran, Chine, Russie. Moi, je dirais qu'ils ont 2 problèmes. Enfin, ils ont 3 problèmes. Ils ont le problème chinois. Ça, c'est le problème, je dirais, d'ici 2030. Donc 2030-2035, problème chinois. Bon, parce que la Chine, ça accélère très vite. La Chine, c'est vraiment puissant, ça va très vite. Ils ont le problème russe, c'est-à-dire le rapprochement entre la Chine et la Russie. Donc la Chine tout seul, c'était très compliqué. La Chine plus la Russie, ça devient méga compliqué. C'est pour ça qu'ils voulaient la démembrer, parce que ça faisait partie, encore une fois, du projet des néocons. C'est moi qui ai écrit le bouquin, mais il en parle finalement beaucoup. Mais Nicolas est très documenté. Vous avez ici la carte de démembrement de la Russie en une quarantaine d'États qui est appuyée par le Forum des Nations Libres de la Post-Russie et c'est appuyé par les néoconservateurs américains, notamment par le Hudson Institute et la Jamestown Foundation. Et c'est déjà prévu avec un drapeau et tout. Et donc leur problème, c'est quoi? C'est qu'il y a bien 3 fronts. Le premier front potentiel, c'était contre la Chine. Le deuxième front potentiel, c'est contre l'alliance Chine-Russie. Et ça,
Ça Ils ont commence bien à se compris faire. que ça allait être un très très gros problème parce Ouais. que si vous ajoutez à la Chine la puissance scientifique, les ressources, le territoire et l'influence diplomatique de la Russie, vous avez finalement les BRICS. Là, vous vous retrouvez avec un morceau qui est beaucoup plus difficile à digérer. C'est ça. Mais leur troisième front, c'est pas un front extérieur. Leur troisième front, c'est à l'intérieur. Leur troisième front, c'est que vous avez entre 30 et 50% de la population dans tous leurs pays respectifs, que ça soit aux États-Unis, et ça va pas s'arranger maintenant avec la nouvelle guerre de Trump, ou en France ou ailleurs, qui rêvent de pendre leurs élites à des réverbères. Et donc, oui. Ouais, c'est sûr. Et donc, si vous mettez bout à bout la Chine plus la Russie, plus en plus la moitié de vos populations qui ont envie de vous pendre à un réverbère, ça fait un peu chaud. Et Palantir est censé régler quoi ? Il essaie de régler un peu tout ça, puisque le but de Palantir, qui s'entraîne en Ukraine notamment... Ouais, rappelez, Laurent, ce qu'est Palantir pour nos téléspectateurs. Palantir, c'est une boîte qui a été créée par la CIA, financée au départ par la CIA, par un fonds qui s'appelle In-Q-Tel, qui a été donc financé et payé au départ uniquement pour des missions de CIA, qui fournissait des outils d'analyse de données que leur fournissait globalement un certain nombre de ce qu'on appelle les GAFAM, c'est-à-dire des données qui provenaient des informations des gens, leur adresse, les fichiers, leurs activités, les comptes, les réseaux sociaux, etc., etc. Au départ, ça a commencé comme ça, et puis c'est devenu un outil non seulement d'analyse, mais de projection, c'est-à-dire qui mettait en place des scénarios et qui était capable de traiter des informations de plus en plus nombreuses et complexes. Et dans un monde comme le nôtre, qui est un monde numérique, des informations, on en produit tout le temps. Ouais. Tout le temps. Et donc, Palantir, c'est quoi fondamentalement ? C'est l'État de 5e génération, c'est-à-dire c'est le dispositif qui vise en fait à pacifier totalement à terme les sociétés à l'intérieur, nous autres, Ouais, nous autres. Ouais. hein, Les gueux. de façon à ce que personne ne puisse bouger, parce que quand vous aurez l'identité numérique, l'argent numérique, avec l'argent numérique, ils pourront vous dire, vous pouvez pas le dépenser. Portefeuille d'identité numérique, Voilà. aussi. Hein. Et ils pourront vous dire, au-delà de 5 km, vous n'avez plus le droit de dépenser votre argent. Donc, ils pourront définir des assignations à résidence pour à peu près n'importe qui. Hein. Et déterminer aussi la valeur de votre bien et vous obliger à le dépenser dans une durée de temps donnée. On fait ce qu'on veut avec ces outils-là. Absolument. Donc quand vous mettez bout à bout tous ces éléments-là, ça, plus le contrôle et l'interprétation permanente de vos données personnelles, dans tous les domaines, données de santé, données sociales, données biométriques, tout ce que vous voulez. Les petites montres là pour faire du sport, là, etc. Tout ça, globalement, est analysé et traité par ces logiciels-là. Ces petites montres avaient donné la position des sous-marins nucléaires français et américains, puisque les militaires faisaient des jogging quand ils étaient sortis, et avec ça, on savait exactement où ils étaient. Donc, ils avaient mis du temps à s'en rendre compte. Hein. C'est ça le problème avec ces gens-là. Ils sont capables de coller un QR code, mais par contre... T'as beau avoir Palantir, t'as quand même des trucs dans la raquette. Il y a un avion américain, par exemple, là, qui a laissé son transpondeur allumé, qui survolait l'Arabie Saoudite. Bon. Et donc, dans l'affaire en Iran, etc. Et pendant ce temps-là, vous aviez les Américains qui disaient non, pas du tout. On n'utilise pas du tout le territoire de l'Arabie Saoudite, comme demandé, bien sûr. Et puis, les mecs se sont aperçus que non seulement ils l'utilisaient, mais en plus, les mecs étaient assez cons pour avoir laissé le transpondeur allumé. Donc, le monde entier voyait l'avion se déplacer, en fait. Donc, ça marche bien, c'est très efficace, mais il y a quand même des trous régulièrement dans la raquette. Ah, c'est l'appel du château. Comme d'habitude. Allez. J'attends que ça sonne un peu. Allô. On a l'habitude maintenant que vous nous appeliez. Ah, vous étiez sur le Charles de Gaulle, dites donc. Et il était où alors ? En Méditerranée ? Bien. Il y avait du cordon bleu à la cantine ? C'est formidable, ça. Mais alors, ce que je voudrais savoir, c'est comment ça se passe quand on est sur le Charles de Gaulle ? Parce que, on a vu Emmanuel Macron, mais vous êtes arrivé en hélicoptère. Ah, d'accord. Oui, sur l'ordre d'entraînement, bien sûr. Oui. Écoutez, je vais en parler. On a Lorenzo ce soir, c'est l'occasion. Bien sûr. Mais mes amitiés à Nemo et à Madame, hein. Avec plaisir. À la prochaine. Au revoir, monsieur le conseiller. Bon, alors, quand même, la France, c'est une grande puissance militaire. Ouais. Là, on a une dizaine de bateaux qui sont en Méditerranée autour du Charles de Gaulle, avec des porte-hélicoptères amphibies, des frégates. D'ailleurs, on ne dit pas lesquelles. Attention, c'est stratégique. Même Emmanuel Macron qui est allé sur le Charles de Gaulle pour montrer combien c'était important, cette affaire. Et puis, au final, il nous explique que c'est pour être dans une posture défensive et réouvrir le détroit d'Ormuz si, éventuellement, nos navires pouvaient servir de cible à des missiles iraniens. Qui comprend quelque chose ? À part le conseiller. Si, un psychiatre pourrait peut-être...
Là, je pense qu'il y a matière effectivement à s'amuser parce qu'effectivement, on a affaire à quelqu'un qui cherche absolument à exister dans un conflit pour lequel il n'a même pas été informé. Je vous rappelle qu'ils l'ont dit eux-mêmes. Ils ont dit non, on n'a pas été prévenus. J'ai pas été prévenu, personne m'a envoyé un texto. Donc là, le pauvre Macron, je pense, a une blessure d'amour-propre dramatique. Donc il tente l'agitation. Donc il a été à Chypre pour expliquer que l'Europe ne tolérerait pas qu'on agresse le territoire chypriote. Alors les Turcs ont dû bien se marrer. Oui, c'est clair. Ouais, Manu, ouais. Voilà, donc bon. Mais ils sont membres de l'OTAN, les Turcs. Donc ça va. Oui, mais d'accord, mais bon, c'est un territoire occupé par la Turquie. Voilà. Donc il a été à Chypre. Alors, il y a un drone qui est tombé sur paraît-il envoyé par le Hezbollah. Personne ne le sait en fait. Bon, bref, il y a un drone qui serait tombé sur un hangar à Chypre. Emmanuel Macron s'est précipité là-bas pour dire que, évidemment, l'Europe était solidaire et ne tolérerait pas qu'on agresse Chypre, ce qui a fait marrer la moitié du monde, évidemment. Et puis là, maintenant, il a décidé, effectivement, de participer à l'aventure de l'ouverture du détroit d'Ormuz. Oui, alors, il a raison, c'est un gros problème, le détroit d'Ormuz. Simplement, l'ouverture, elle ne pourra pas se faire militairement. Ou si elle se fait militairement, on est reparti pour 6 mois, voire davantage. Je rappelle que le détroit d'Ormuz, c'est pas simplement un problème de droit, c'est un problème de guerre asymétrique. On est bien dans un problème de guerre asymétrique. Pour les Iraniens, la maîtrise ou le frein mis sur la circulation de pétrole dans le détroit d'Ormuz, c'est le moyen par lequel ils peuvent espérer faire contrepoids à la guerre qu'ils ne peuvent pas gagner militairement. Les missiles. Donc, ils mettront toutes leurs ressources pour continuer à verrouiller ce truc-là. Donc, aller jeter des bateaux français, des soldats français dans le détroit d'Ormuz pour forcer en quelque sorte l'ouverture du détroit d'Ormuz, ça n'a pas de sens. Ce que pourrait faire éventuellement Emmanuel Macron, s'il était intelligent et s'il était le président de la République française, si c'était le cas, il pourrait éventuellement intervenir, par exemple, auprès de nos grands amis libanais, vous savez, ce pays dont je parlais tout à l'heure, qui se prend des bombes sur la figure actuellement. Il pourrait peut-être éventuellement renforcer la finule, puisqu'il y a déjà des soldats français, pour s'interposer et empêcher les bombardements contre les populations civiles au Liban. Ça serait utile. Peut-être pourrait-il proposer un processus de sortie d'issue diplomatique pour le conflit entre l'Iran et Israël. Avec la Chine. Avec l'Inde. Avec tous les pays qui sont concernés par ce blocage-là. Évidemment, avec ce pétrole qui devient très cher. Oui, je rappelle quand même un truc, je précisais ça bien avant le conflit. Il y a 3 pays qui ne sont pas dépendants pour leur livraison de pétrole dans le monde du commerce et de la voie maritime. Ce sont les États-Unis, le Canada, mais c'est un peu normal parce que ça circule à leur niveau, et la Russie. La Russie qui, à mesure que, je dirais, les États-Unis freinent, limitent la possibilité d'exportation, non seulement de l'Iran, mais évidemment de tous les autres pays autour, et donc freinent les exportations vers les pays alliés, c'est-à-dire vers le Japon, la Corée du Sud, l'Inde. L'Inde n'a que 15 jours d'autonomie en matière de trucs, donc ils peuvent pas... on sait que les Chinois, c'est entre 2 et 3 mois d'autonomie. Quelque part, tout peut s'arrêter pendant 2-3 mois, ils tiendront le coup. L'Inde, c'est 15 jours. Or, l'Inde, maintenant, a réouvert ses ports et a rouvert ses livraisons à la livraison de brut venant de Russie. Oui, avec l'autorisation des États-Unis qui ont dit écoutez, on vous laisse faire. Alors, oui, ce à quoi l'Inde a dit on n'a pas besoin d'autorisation. Ça, c'est clair. Allez, on va passer maintenant à l'heure des cons, mon très cher Alexis. Allez, vous êtes toujours sur Alerte Générale, merci d'être là. Allez, 2 petites séquences pour le plaisir, on va se régaler, on va essayer d'être un peu printanier en ce moment. Regardez la première séquence, c'est Macron sur le Charles de Gaulle, on va se régaler. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République, monte à bord. C'est une grande fierté pour moi d'être à nouveau parmi vous, de retrouver dans ce hangar et d'être à nouveau sur le Charles de Gaulle avec l'ensemble du GAN. La France est là pour protéger les siens, pour être aux côtés de ses alliés et de ses amis qui sont frappés et pour pouvoir participer à des missions ô combien essentielles de liberté de navigation et de sûreté maritime. C'est dans ce cadre strict que nous opérons. Nous ne participons pas à un conflit en cours. Nous opérons dans ce cadre. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République, est à bord. Tout
Tout le monde au canot de sauvetage. Barrez-vous, pauvre fou. Ça, mais quelle fierté d'avoir un mec comme ça. Franchement, mais quelle fierté. Mais c'est pitoyable. Il a besoin de se rassurer, je pense. De De se dire justement, je suis un peu président quand même. de temps en temps. C'est Top Gun 2.0. Ouais. Non, mais qu'est-ce que ça dit Alors déjà, il y est allé avec une équipe de télévision, hein, donc il a fait plein de petites vidéos après, je vous ai pas passé celle où il y a la Marseillaise, etc. Et il y a un moment où il passe, il y a une haie d'honneur, et c'était commenté sur une chaîne mainstream. Objection, votre honneur, Ouais. c'est pas une haie d'honneur. Une haie d'honneur, c'est spontané. Oui, pardon. C'était Une haie d'honneur, c'est quand obligatoire. on a envie de oui, célébrer non, quelqu'un. Bon. Là, ils n'avaient pas le choix, ils Les pauvres obéissaient. marins, les pauvres marins sont comme Et il y a ça. qu'à écouter la Marseillaise qui a été chantée, je peux vous dire qu'ils n'étaient pas très... Non, ils n'étaient pas. Mais le plus drôle, c'était donc ce Thierry Pimpon là sur le Chihuahua qui arrive. Et là, t'as les commentaires de BFM qui font mais où est Catherine Vautrin, la ministre de la Défense? Ah non, oui, c'est vrai. Alors je ne vois pas Catherine Vautrin, mais c'est vrai qu'on l'a oubliée dans un coin. C'est vrai que c'est la ministre de la Défense. Et les mecs étaient obligés de se justifier. On a un peu oublié Catherine Vautrin. Hein. Moi, je l'appelle Mercotte parce que je trouve qu'elle ressemble un peu à Mercotte. Et vous savez, du meilleur pâtissier. Et ils expliquent, mais c'est parce que ça s'est décidé très vite. Donc il se fait un petit ego trip, un petit plaisir. Non, je vais aller sur le Charles de Gaulle en hélico. Ce coup-ci, je me déguise pas en sous-marinier parce qu'il l'avait déjà fait à peine élu. C'est quand même gravissime, non? D'avoir un président aussi immature. Bah, c'est le président qu'on connaît, enfin, c'est le bonhomme qu'on connaît depuis maintenant des années, c'est-à-dire un homme qui passe par des phases narcissiques, Oui. des phases violentes, alternativement, phases dépressives. qui vous matraquent un coup, qui essaient de vous séduire le lendemain. On connaît tous des gens comme ça dans nos vies quotidiennes, non? Ouais. Là, je parle aux gens qui nous écoutent, là. Des gens qui alternent les coups sur la gueule et la séduction et qui vous font la danse du ventre le lendemain. On en connaît tous des gens comme ça. Ouais, Et Bon, pour voilà. ce printemps. Bon, donc C'est ça, je le pense petit que ça relève plus, objectivement, ça relève plus de la psychologie, voire de la psychiatrie qu'autre chose. Hein. Alors justement, la deuxième séquence montre que quand même, au sein du gouvernement, il y a des sacrés faillots. Et il y en a un qui a sorti les lunettes de soleil. génial. Oh là là. Puis on est en gestion de crise, on est mobilisé. Donc la crise, on ne sait pas si ça va être un marathon ou si ça va être un 100 mètres. Donc une crise, ça se gère jour après jour. Donc c'est une crise d'ailleurs au passage où il n'y a pas de problème d'approvisionnement, hein, ce qui est quand même le sujet principal. On en a connu d'autres où il y avait en plus le problème d'approvisionnement, d'autres. Alors, C'est je le précise, Robert De Niro du gazole frelaté, le mec. Quoi. je précise, ce n'est pas Gérard Lanvin. Non, pas du Ce tout. n'est pas Gérard Darmon. Non. Ce n'est pas un film de Les Nuls. Non. C'est le ministre Serge de Papin. l'Industrie ou du Commerce ou de je Oui, sais bon, pas on ne quoi. sait plus trop, il s'appelle Sergio, s'il te plaît. Papin. Avec des lunettes comme ça, quand même, for sure. Pour nous dire que vous inquiétez pas, l'essence flambe, mais il y en a. Hein, c'est un Et peu- hors champ, il y a Maude Bréjean. Hein. Oui, on la voit Ah, pas, non, malheureusement. mais elle est là, elle Mais, aussi, ouais. oui, elle est là aussi. Et elle vole des tours, Maude. Bon, on est quand même bien, non? Comme dirait Gilbert Montagnier, la qualité, ça se voit. Blague non inclusive. Non, mais c'est impressionnant. Là encore, sur la stratégie d'approvisionnement. Alors, on a des stocks stratégiques de pétrole, une partie à l'armée, une partie au civil. L'idée, c'est de ne pas taper dedans. L'idée aussi, c'est de dire aux Français, rassurez-vous, ça flambe, mais... N'inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors, la stratégie menée depuis 48 heures, c'est effectivement d'envoyer des infos Oui. pour rassurer, pour détendre les cours, en invoquant la mise en place de réserves stratégiques. La fin de la guerre. La fin des sanctions contre la Russie sur Ouais. l'exportation de pétrole, etc. Donc ils sont en train tous de manger leur chapeau là, dans l'Union européenne, leur chapeau ou d'autres. Et donc, effectivement, ils essaient de détendre l'atmosphère, ou détendre les marchés, en quelque sorte, pour faire redescendre le cours qui était remonté jusqu'à $120 le baril. Ouais. Tout le monde avait peur qu'il côtoie les 150. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est redescendu un peu, mais il peut remonter à chaque instant. Il est déjà remonté. Oui, je il est déjà pense, remonté, au ouais. moment où on enregistrait Ouais. ce matin, il était déjà autour de 90. Oui. 90, c'est déjà très, très cher. Ouais. Je rappelle aussi une chose, c'est que tant que le conflit dure, une fois que vous ne pouvez plus produire parce que vous ne pouvez plus stocker, c'est déjà le cas, je crois, de Bahreïn et d'autres, Ouais. vous devez arrêter vos puits. Et vous ne pouvez pas redémarrer votre production du jour au lendemain en claquement de doigts. Ça prend des semaines pour redémarrer. Donc tout ce qui s'arrête maintenant et tout ce qui va s'arrêter, c'est pour ça que l'Iran joue cette guerre asymétrique, tout ce qui va s'arrêter mettra des semaines à repartir. Ouais. Donc l'impact sur les cours de pétrole,
ils vont être obligés, évidemment, de le compenser. Et qu'est-ce qui va, évidemment, profiter de la compensation ? La Russie. Évidemment, c'est la Russie. Et donc, qui va acheter son pétrole 30, 40 ou 50% plus cher va voir... Parce que, évidemment, on parle du pétrole, mais c'est toute l'énergie qui flambe. Ah oui, oui. Et quel va être l'effet ? L'effet, c'est l'inflation. Bien sûr. L'effet, c'est l'inflation. Donc, c'est la dévalorisation des actifs des personnes. C'est la dévalorisation des biens des personnes. L'inflation, tout le monde se rappelle ce que ça veut dire. Et donc, l'inflation, c'est le risque. L'explosion de l'inflation dans les mois qui viennent est quelque chose qui est de plus en plus probable, à mesure précisément que les jours passent et que les États-Unis ne referment pas cette séquence. Et donc maintenant, le timing est le suivant. Soit ils continuent, et l'Iran évidemment va leur dire d'aller se faire foutre pendant les semaines qui viennent, soit ils continuent comme ça, et chaque semaine qui passe est une semaine de plus, je dirais, dans le cercueil de l'économie de la plupart des alliés des États-Unis, Corée du Sud, Japon, Inde, etc. Bref, de tous les pays qui sont des alliés traditionnels. Et l'Europe, puisque nous sommes nos alliés, c'est le Qatar là-bas, c'est l'Arabie Saoudite, qui est une grande démocratie, comme on le sait. Oui. Où la liberté de la femme. Où la liberté de la femme, les droits des machins, etc. On n'a pas vu les féministes sortir un fuck MBS. Ils bombardent le Yémen depuis tant d'années, et ça, on n'en parle pas trop. Non plus, mais 300 000 morts au Yémen sous les bombardements de l'Arabie Saoudite. Ce sont des alliés, bref. Donc tous ces gens-là, ce sont ces gens-là qui sont en difficulté, c'est nos économies qui vont se retrouver en difficulté, et donc la pression va être de plus en plus forte, de plus en plus puissante, pour qu'évidemment ils trouvent des ressources ailleurs. Eh ben, on va maintenant enchaîner avec la Minute Mainstream, parce que une alerte générale sans Minute Mainstream, c'est pas une alerte générale. Pas du tout. Voilà, Pas du tout. allez. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Gros FM. Alors Nicolas, cette fois-ci, on peut dire qu'ils l'ont bien dans le baba, les molasses, ça la ramène moins. Hein. Ah ben là, ça la ramène moins. Quand il y a Manu qui débarque sur le Charles de Gaulle, manifestement, sans Catherine Vautrin, là, tu vois toute la puissance quand même. Oui. Là, tu te dis, là, on a affaire à quelqu'un. Mais on là, a affaire à quelqu'un patron, et pas n'importe qui. Il envoie de la frégate, hein. Ça envoie de la frégate. Hein. Il y a le président de la République française. Et est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est, même avant même d'envoyer le Charles de Gaulle, le discours devant le gros sous-marin nucléaire qui a quand même fait peur à tous ces adorateurs de Dieu qui tuent leurs femmes à coups de bombe dans des écoles? Ah ben clairement, ce discours est incroyable. Est incroyable de Moi, j'ai beaucoup puissance, aimé. de charisme. De charisme et de vision. Il y avait vraiment une vision. Et puis, du coup, aujourd'hui, toutes les bases que nous avons, il ne reste plus que les bouées Pokémon dedans, parce que tout est parti dans les Méditerranées. Voilà. La carte Pokémon, qui je rappelle, est heureusement imposée. Oui, elle est imposée. On me le dit à l'oreille. Taxée comme à peu près tout dans ce pays. Et heureusement, parce qu'il faut participer à l'effort de guerre. Exactement. Et là, je tiens à saluer quand même le patriotisme et le civisme des Français qui vont enfin payer l'essence à son juste prix. Et faire un effort de guerre pour sauver le budget et surtout participer à l'effort de réarmement de la France. Une petite augmentation de la taxe foncière aussi. Au passage, il faut... en même temps, on en reparlera après les municipales. Il faudrait pas fâcher avant. Et ça fait en même temps, c'est la moitié d'un plein, faut pas déconner. Et puis, le fait que cette essence soit si chère est aussi incitatif pour l'achat d'un véhicule électrique. Et bien sûr. C'est vrai qu'on a peu perdu de vue cet objectif climatique. On pense que le Tomahawk est un missile éco-consistant. Je pense que là, on est en train de tenir le bon bout et je félicite les Français pour leur patriotisme. Il faut une France demain, une France, tout le monde en Zoé. Tout le monde en Zoé demain. Voilà, c'est 2027, c'est tous en Zoé. Voilà. Et puis nous sommes encore en guerre et ça c'est chouette. Et ça c'est cool. Eh oui, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et c'est la fin déjà d'Alerte Générale. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci Laurent Ozon, merci Nicolas Taki. Merci beaucoup. Merci cher public. Merci à vous. On se retrouve dans 15 jours. Si vous avez aimé cette émission, vous n'hésitez pas à vous mettre un pouce et vous vous abonnez à la chaîne TVL. Voilà, à la prochaine. Ciao. Salut, ciao.